Et bon, je crois. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Bonjour. merci. Oui, c'est bon. Merci beaucoup à tous. Donc, nous allons commencer dédié au leadership des jeunes dans le processus post-conflit. Donc, les présentations en ligne, ça va durer 1h30 et chacun aura 10 minutes pour présenter, pour nous faire la présentation. Alors, de préparer la donc, est-ce que vous pourrez m'aider un peu à ce niveau qui va Est-ce qu'ils vous ont notifié un peu qui va passer un peu bien? Donc, moi, Aboukar Je pourrais passer. Issa du Sinon, Niger à Difa, je peux passer en premier. D'accord, super. Merci de me rappeler le sujet de votre présentation. Le sujet, c'est leadership de jeunes dans le processus post-conflit, le cas du Niger. D'accord. Vous avez 10 minutes. Je demande de faire également le micro pour aider. Merci. Allô, c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon, nous vous entendons. Vous pouvez commencer. Ok, donc je voulais partager, je vois ici, ça n'apparaît pas, mais je peux continuer, pas de problème. D'accord. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, tout protocole respecté, c'est avec un immense honneur et un profond engagement que je prends la parole aujourd'hui au colloque Jeunesse, Paix et Sécurité au Sahel pour faciliter un thème aussi crucial que porteur d'espoir, le leadership des jeunes dans le processus post-conflit. Vu le nombre de minutes qu'on a, je vais faire l'économie de certaines diapos pour aller dans l'essentiel. D'abord, le rôle des jeunes leaders du processus post-conflit, plus précisément le cas du Niger. Ici, on parle d'abord le jeune leader. Un jeune leader dans un contexte post-conflit est un jeune homme ou femme, généralement âgé de 15 à 35 ans, qui s'engage activement dans la construction de la paix, du tissu social, de vivre ensemble après une période de violence ou de guerre. Il utilise son influence, sa créativité et son engagement communautaire pour promouvoir la réconciliation et le dialogue intercommunautaire, lutter contre la stigmatisation et les divisions héritées du conflit, contribuer à la résilience des communautés, participer à la gouvernance inclusive et à la participation de nouvelles violences. Ces petites définitions, puisqu'il y a plusieurs pays, au niveau du Niger, je me suis référé du politique nationale de la jeunesse et aussi la charte africaine de la jeunesse. C'est pourquoi j'ai donné la tranche d'âge jusqu'à 35 ans. Maintenant, au niveau du rôle des jeunes leaders dans le post-conflit, le jeune leader, il est un médiateur. Il va faciliter le dialogue entre groupes divisés. Il est comme modérateur. Il rassemble d'autres jeunes autour du projet pour la paix. Il est comme éducateur. Il sensibilise les droits humains, la non-violence, le pardon. Et il est aussi innovateur. Il crée des projets de reconstruction de cohésion sociale ou de formation. Et aussi, il est acteur de changement. Il partage son expérience pour inspirer et responsabiliser les autres jeunes. Donc, ici, je donnerai quelques cas concrets des efforts des jeunes ou des rôles que les jeunes ont menés ici au Niger. Les jeunes, au niveau de la région de Difa, lors du début du conflit, le 6 juillet 2015, l'attaque simultanée de Boko Haram ici au Niger, plus précisément à Difa.
les jeunes ont formé des comités de vigilance au niveau des villages pour alerter les autorités, et aussi d'autres jeunes ont même pris de défense au niveau de ces villages. En plus de ça, les jeunes ont formé aussi des comités de paix pour l'action de mobilisation, pour l'éducation, pour la sensibilisation. Mais cela, on renvoie ces acteurs à des obstacles. L'obstacle, par exemple, il y a l'exclusion politique. Là, il y a des effets comme démobilisation, radicalisation, et aussi l'existence du groupe armé non étatique qui sont les extrémistes violents au niveau de la région de Tillabéri, au niveau de la région de Ifa, un peu la région de Tawa et de Maradi, et ça touche un peu la région de Dosso. Donc, quand on prend au niveau des Sahel aussi, ça touche beaucoup de pays, la question de l'extrémisme violent. Il y a la question de précarité économique qui renvoie à des migrations des jeunes, retour aux armes comme les rebelles. Monsieur, votre micro est coupé. Monsieur Aboubakar, est-ce que vous l'entendez? On ne le reçoit plus. Monsieur Aboubakar, votre micro est coupé. Des soucis de connexion sûrement. Oui. Moi, je pense que peut-être qu'il faut laisser la vidéo parce que des fois, ça alourdit un peu la connexion. D'accord. Ah, il n'est plus là. On attend 2 minutes pour voir s'il va se reconnecter. D'accord. Alors, je vous propose si M. Aboubakar ne revient pas dans 1 minute, je vous propose de lancer un intervenant s'il y a une personne qui est prête parmi vous. Effectivement, s'il ne revient pas, non? Allô? Vous m'entendez? Oui. Bon, au cas où c'est possible, je suis prêt. C'est carrément beaucoup. Oui. Monsieur, c'est quoi votre thème, votre sujet? Est-ce qu'on peut avoir... Vous dites? Votre sujet, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien entendu. Ah, je demande le sujet de votre présentation. Le titre. C'est les rôles des jeunes leaders dans la contribution de la paix post-conflit. D'accord. Il est 47, donc vous avez 10 minutes.
Ok. Je tente de positionner la... Ok, c'est bon. Donc, comme je le disais, le thème, c'est « Rôle des jeunes leaders dans la reconstruction post-conflit au Sahel ». Allô? Et... Allô? Allô, oui. Allô, oui? Je peux continuer? Bon, d'accord. Heureusement que Karama n'avait pas commencé. Allez-y, vous pouvez continuer. Je pense que le micro reste toujours coupé. Hein. Votre micro, monsieur. Ok, merci. Voilà. Donc, merci. Je vais continuer. Maintenant, je me suis arrêté au niveau des obstacles. Je vais passer maintenant au niveau des opportunités. Comme opportunité, il y a une prise en compte par la politique nationale de la jeunesse au Niger. Il y a aussi une institution qui est mise en place, le Conseil national de la jeunesse, et une ouverture pour les autres jeunes pour créer leur propre structure. Au niveau des institutions, au niveau des opportunités, il y a aussi à l'échelle des Nations Unies, la résolution 2250 du 2015, la résolution 2419 du 2018, la résolution aussi 2535 du 2020, qui aussi il y a le cadre politique de l'Union africaine, la charte africaine de la jeunesse de l'Union africaine. Tout ça là, c'est des opportunités qui offrent aux jeunes une ouverture ou une prise en compte dans leur l'implication. Au niveau de l'éducation, l'inclusion sociale, économique et de formation, de réinsertion, pour leur leadership, il y a les ONG, projets et programmes qui renforcent les capacités des jeunes et aussi des mentorats. Au niveau des médias et arts, il y a la possibilité aujourd'hui, la technologie qui est facile de faire des recherches et aussi de faire promouvoir les actions entreprises par les jeunes, et aussi soutenir les dialogues des jeunes. Très rapidement, au niveau de recommandations aux jeunes, osez vous lever, prenez votre place, portez la voix de votre génération, soyez les architectes d'une Afrique unie, juste et pacifique. Au gouvernement, ouvrez les portes, donnez aux jeunes le moyen réel de contribuer, pas seulement en parole, mais en actes concrets dans le processus de paix, de justice et de développement. Le partenaire et la société, faites confiance à l'audace des jeunes, soutenez leurs idées, financez leurs initiatives et renforcez leurs capacités. À nous tous, en tant qu'acteurs et aussi en tant que citoyens, la paix n'est pas un héritage, c'est une collective. Chaque action compte, chaque silence peut coûter cher. Ne restons pas indifférents. Car une jeunesse écoutée, formée et engagée est une force invisible pour la stabilité. Et une jeunesse oubliée, et là, donc, ça renvoie à vraiment de tout, ça va ouvrir une porte à toutes sortes de violences. Pour conclure, chers jeunes, chers partenaires, chers leaders, face aux blessures de la guerre, aux divisions lésées pour le conflit, nous avons une responsabilité commune, reconstruire, réconcilier et réinventer. Cela ne se fera pas sans vous, sans nous, sans une alliance sincère entre générations, institutions et communautés. Donc, je terminerai sur ces trois mots. Là, c'est tout un chacun doit poser ses questions, qu'il soit jeune ou quelle que soit la génération. Je suis qui ou on est qui? On sert d'où et on va où? Mes devoirs et mes droits, et aussi qui nous renvoie à des normes et des valeurs, ce genre de questionnaire quand on se pose. Là, c'est de se comprendre soi-même. Et deuxième mot, c'est l'acte
Quand on est malade et qu'on n'accepte pas qu'on est malade, est-ce qu'on peut se guérir? Non. Donc, c'est ainsi. Tant qu'on ne qualifie pas nos actes et nous renvoie toujours les mauvais actes aux autres, on ne peut jamais changer. Dans une société malade, il faut que chacun accepte soit il est acteur, il est complice ou il est victime. Aussi au niveau du troisième mot, exécution, nous renvoie au changement de comportement. Dans toutes nos actions, respecter les valeurs et normes. Et aussi, le moment d'agir, c'est maintenant. Là, donc, j'attire l'attention des jeunes, surtout de l'Afrique et du Sahel, et plus précisément au Niger. Je prends trois, par exemple, actions. Il y a le Chila, c'est des jeunes acteurs de violence au niveau de, dans le Sahara, dans le triangle de la mort qui fait frontière avec Algérie, Libye, jusqu'à Tesker et Ngurti vers Bilma d'Agadez. Il y a Malios, c'est des jeunes acteurs de violence. C'est les jeunes qui se sont déplacés du bassin des lacs Tchad, qui sont dans les différents camps et le site des réfugiés qui font des actions de violence envers la communauté. Et aussi, il y a le palais. C'est des groupes de jeunes acteurs de violence en milieu urbain. Donc, je pense que c'est très important de prendre nos responsabilités et nos actions. J'en ai fini. J'attends vos contributions et questions. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Je vous remercie également pour avoir respecté le temps. Donc, je propose qu'on passe à l'autre intervenant et après, on prendra les 30 dernières minutes pour faire la séance de questions-réponses. Si tout le monde est d'accord avec, on passe à l'autre intervenant, M. Karama. Ok, je suis là. Allez-y, M. Karama. Ok, donc, comme je le disais, le thème, c'est le rôle des jeunes leaders dans la reconstruction post-conflit au Sahel. Et le communicateur de la WIL, c'est Cléophas Karama que je suis et Mme Regina Ouattara qui est empêchée pour des raisons de santé. C'est bon, vous me suivez? Oui, c'est bon. Je peux aller? Donc, en termes d'introduction, on peut dire que la région du Sahel et plus largement de l'Afrique de l'Ouest sont confrontés donc à des conflits récurrents qui fragilisent les fondements sociaux, économiques, politiques des communautés locales. Et cela dans un contexte de conflits récurrents qui fragilisent le Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger particulièrement, qui sont touchés. Cela cause en ce sens une instabilité sociale, économique et politique, comme on vient de le dire, avec une hausse des incidents violents liés aux groupes armés de la période 2010 à 2000 à aujourd'hui. Donc, cela a engendré plus de 5 millions de personnes déplacées dans la sous-région. Et comme impact de ces incidents, nous avons 6134 écoles qui sont fermées au niveau du Burkina Faso, avec plus d'1 million d'enfants qui sont privés d'accès à l'éducation. Et plus de 14 000 écoles qui sont affectées en Afrique de l'Ouest du fait de ces incidents et qui ont causé donc la perte de l'accès à l'éducation pour des millions d'enfants, comme on vient de le souligner. Cela, en tout cas, suscite l'urgence d'une réponse qui soit effectivement adaptée, comme le dit l'UNICEF. Et cela dit, nous savons que la jeunesse, les jeunes leaders du Sahel, ils constituent vraiment un moteur de reconstruction et de stabilité, en ce sens qu'ils représentent notamment la frange de moins de 25 ans, 65% de la population, ce qui constitue donc un dynamisme et un engagement pour la reconstruction, d'où leur rôle clé dans la cohésion sociale et le développement économique. Cela parce qu'il faut noter que des initiatives sont entreprises par cette jeunesse-là
à travers des exemples concrets, notamment au Burkina Faso, nous avons le programme Jeunes Leaders qui est mis à l'Institut Général Tchemoko Magarango, qui effectivement dispense des formations, réalise des voyages d'études hors du Burkina et des coachings pour susciter l'implication active des jeunes dans la société. En Afrique de l'Ouest en général, le leadership des jeunes et gouvernements a été initié par l'Institut WACSI, qui permet aux jeunes de s'impliquer dans la gouvernance et la consolidation de la paix. Cela dit, des défis et des solutions se présentent à nous, à savoir les obstacles à surmonter. Ce sont les obstacles d'accès au financement des jeunes, les obstacles de lutte contre l'insécurité ou la promotion de la sécurité, la reconnaissance institutionnelle de ces organisations de jeunesse et l'intégration de ces jeunes dans la gouvernance. En termes de solutions envisageables, nous avons le renforcement des partenariats, la mise en œuvre de la résolution 2225 des Nations Unies et les stratégies inclusives. Voilà un peu résumé l'introduction qui nous dit que la jeunesse sahélienne est une clé pour le renouveau, dans ce sens qu'il contribue à construire un avenir stable et inclusif grâce à son engagement. Cela dit, quels sont les défis et les enjeux de la reconstruction post-conflit au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest? Les impacts des conflits prolongés. Nous avons parlé en introduction du domaine de l'éducation où il y a la fermeture de plus de 6000 écoles qui privent plus d'1 million d'enfants de leur droit à l'apprentissage. Dans le domaine de la santé, nous avons des centres de santé qui sont désertés par les personnels de santé en raison de l'insécurité, ce qui aggrave donc la crise sanitaire. Dans le domaine de l'économie, nous avons le recul du secteur agricole qui se fait par la perturbation des marchés et la fragilisation des chaînes d'approvisionnement. Dans le domaine de la gouvernance, nous avons la faible présence de l'État, favorisant les groupes armés qui recourent aux médiations traditionnelles chefs coutumiers parentés à plaisanterie. Au plan social, nous avons l'exacerbation des tensions ethniques et communautaires qui freinent ainsi donc la réconciliation. Quels sont donc les obstacles à la mobilisation des jeunes leaders dans le domaine de la reconstruction post-conflit? En termes d'obstacles, nous notons la faible reconnaissance politique, en ce sens que les jeunes ont un accès limité aux instances de décision, le manque donc de financement à travers le difficile accès au crédit pour les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, et la sécurité qui est devenue fragile à travers un climat d'insécurité réduisant l'engagement des jeunes et le manque de formation au niveau des jeunes qui ont un besoin de renforcer leurs compétences, notamment en gestion de projets, en plaidoyer, leadership. Cela dit qu'elle peut être comment tendre vers une meilleure intégration des jeunes leaders. Cela à travers donc des politiques inclusives qui garantissent donc leur participation aux décisions stratégiques et leur donnent une place dans les instances de gouvernance, un accès facilité au financement avec des fonds qui soient dédiés aux initiatives des jeunes et des mécanismes de soutien adaptés à leur réalité, des programmes de formation adaptés pour effectivement renforcer leurs compétences en gestion de projet, en leadership et en plaidoyer et tant d'autres thématiques. Une meilleure sécurisation de l'espace public afin qu'ils puissent agir sans crainte et contribuer activement à la reconstruction de leurs communautés respectives. Cela, nous sommes amenés à nous poser la question de savoir quelle peut être la contribution des jeunes leaders à la reconstruction. Nous disons donc qu'un Sahel marqué par l'instabilité, les conflits ont détruit des infrastructures, comme nous l'avons mentionné, et fragilisé la cohésion sociale. Donc, une jeunesse déterminée que nous retrouvons au niveau du Sahel refuse d'être spectatrice et s'engage activement dans cette recherche de paix, à travers donc des initiatives locales et régionales. Ces initiatives locales et régionales se traduisent par la restauration des infrastructures. Nous avons au niveau du Burkina Faso l'initiative École pour tous, initiée par l'État, où nous trouvons en tout cas, nous avons la mobilisation des jeunes bénévoles et des artisans locaux pour reconstruire effectivement des écoles qui ont été détruites du fait de cette crise. Le résultat,
il y a le retour à l'éducation des enfants. Près de 490 000 élèves ont pu donc reprendre le chemin de l'école, redonnant espoir donc aux familles. Il y a le renforcement de la cohésion sociale. Jeunesse pour la paix que nous retrouvons au Mali, qui, à travers des dialogues interculturels entre jeunes et différentes ethnies, et l'objectif, c'est de penser les blessures du passé et là, le respect. Allô? C'est de mon côté ou bien on n'entend plus Monsieur Karama? On ne le reçoit plus. Ah, j'ai cru que c'était un problème de mon côté. On attend une minute pour voir s'il sera là. D'accord. Sinon, je prendrai le relais en même temps. Je suis de retour. Ah, heureusement. Vous pouvez continuer. Ouais. Ok, je viens de présenter. C'est la présentation que j'active. Ok. Donc, elle est rétablie. Donc, nous continuons toujours avec les initiatives locales et régionales. Nous avons donc le programme Agri-Jeunes du Sahel qui se développe au niveau du Sénégal et du Mali à travers des formations en agriculture durable et partenariat avec le secteur privé. Cela a permis le soutien aux jeunes entrepreneurs pour transformer la terre en levier de développement. L'engagement citoyen, le leadership au niveau du Burkina Faso s'est réalisé à travers la caravane Faso Jeunes qui a encouragé la participation des jeunes dans la gouvernance et le développement local à travers des activités de formation et de coaching. Donc, toujours dans les stratégies et les bonnes pratiques, nous étions un peu en arrière. Nous avons parlé de Voix du Sahel au Niger, du mentorat et de la transmission du savoir. Il y a les facteurs de succès aussi, notamment l'accès au financement, soutien via le programme de soutien aux jeunes entrepreneurs du Sahel qui est financé par le PNUD et l'AFTONI et Elou Melou. L'approche inclusive qui vise la promotion de la participation des jeunes femmes grâce à la résolution 2250 de l'ONU et la résolution 1325, bien sûr. La collaboration avec les autorités locales à travers l'implication des chefs traditionnels, des institutions locales pour renforcer la crédibilité. Voilà. Donc, en termes de perspective, nous disons que la jeunesse qui est acteur clé pour la reconstruction et le développement inclusif, il est nécessaire de promouvoir un environnement qui soit favorable au partenariat, à des partenariats solides. Et cela à travers le renforcement du soutien des jeunes leaders, à travers la gouvernance inclusive, comme nous l'avons souligné précédemment, à travers la création de conseils nationaux de jeunesse, qui est effectif effectivement dans presque tous les pays, et le quota jeune qui doit être instauré dans les instances de décision locales et nationales
et les sessions de dialogue intergénérationnel qui pourront permettre d'influencer les politiques publiques. Il y a donc l'accès au financement à travers des fonds d'investissement qui soient dédiés aux jeunes, aux initiatives des jeunes leaders, qui est effectif effectivement dans presque tous les pays, et la simplification notamment des conditions d'octroi de crédit et de subvention, et le développement de programmes de microfinancement et de développement des projets des jeunes. Il y a le développement des partenariats stratégiques à travers la collaboration des ONG, des entreprises et des institutions régionales et les programmes de mentorat intersectoriel pour accompagner les jeunes et l'incitation des structures à investir dans l'entrepreneuriat social des jeunes. La co-création des projets avec les communautés pour garantir leur pérennité, l'implication donc des chefs coutumiers, des leaders locaux dans les programmes et la mobilisation des volontaires, de volontaires jeunes pour sensibiliser et agir sur le terrain, comme nous l'avons vu dans le domaine de l'éducation, où cette mobilisation a permis effectivement de reconstruire des écoles pour permettre à des enfants de retourner à l'école. Et il y a l'utilisation des technologies, comme nous l'avons souligné, Voix du Sahel au niveau du Niger, qui permet de coordonner les efforts à travers des applications de cartographie participative pour identifier les besoins des jeunes et notamment voir quelles sont les stratégies pour leur accompagnement. La formation et le leadership à travers la création de leadership et d'incubateurs de jeunesse, d'écoles de leadership et d'incubateurs de jeunesse, le développement de réseaux d'échange entre jeunesse activistes et le suivi et évaluation régulière des projets pour garantir leur impact. Pour cela, nous dirons que investir dans la jeunesse sahélienne, c'est investir dans la stabilité et le développement durable de toute la région. En termes de conclusion, nous dirons que nous assistons à la destruction des infrastructures qui a fragilisé la fragilité sociale et l'instabilité économique dans la région du Sahel, notamment le Mali et le Niger. Et pour cela, nous devons développer une approche concertée et inclusive qui est essentielle effectivement à faire participer cette jeunesse qui est identifiée comme un moteur de renouveau et des acteurs du changement. Les conditions donc pour maximiser l'impact de la contribution des jeunes. Nous avons souligné la gouvernance inclusive, l'accès au financement, les partenariats stratégiques et les technologies et leadership. Cela dit, nous dirons que la jeunesse sahélienne est une opportunité unique pour un développement durable et inclusif. Donc, aux actions permettra de garantir un avenir meilleur et durable qui prend en compte cette jeunesse. Je vous remercie pour votre attention. Merci. En fait, il reste une présentation. Je pense que... Est-ce que vous me recevez? Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Nous, notre thème, c'est le leadership des jeunes dans le processus de post-conflit, mais retour d'expérience du travail de Think Peace au niveau du Mali. Donc, c'est un réel plaisir pour nous de prendre la parole aujourd'hui dans ce panel dédié à une thématique aussi cruciale que celle de la jeunesse, la paix et la sécurité. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce colloque qui donne l'occasion de mettre en lumière les engagements des jeunes, leurs défis, mais surtout leur potentiel qui reste encore sous-exploité dans le processus de sortie de crise et de reconstruction. Nous espérons que les échanges contribueront à renforcer la reconnaissance du rôle central de la jeunesse dans la consolidation de la paix et, au Sahel et ailleurs. Le Mali, à l'instar du Burkina Faso, du Niger, en fait, reste confronté depuis plus d'une décennie à une crise multiforme, mêlant les conflits armés, crise de gouvernance, mais également déplacement massif de populations, changement climatique et extrémisme violent. Dans cette instabilité, les jeunes qui sont de 15 à 35 ans représentent un nombre important de la population et ils sont souvent perçus à la fois comme vecteurs de risques
compte tenu du fait qu'ils sont cibles de recrutement par les groupes armés, auteurs ou encore victimes de violences, et comme acteurs également de clés de changement positif. Donc, dans ce cadre-là, malgré ce poids démographique, on se rend compte que les jeunes sont insuffisamment inclus dans les processus de décision, particulièrement dans les dynamiques de réconciliation, de reconstruction, mais également de gouvernance locale. Cette situation alimente en fait leur vulnérabilité. Think Peace aujourd'hui, qui travaille sur les questions de paix et de sécurité, travaille via une approche communautaire qui place la communauté au cœur du processus de planification, de mise en œuvre, mais également d'évaluation de toutes nos actions. Cette approche a pour but de mobiliser les ressources locales, de renforcer les capacités des membres de la communauté pour assurer la durabilité des actions que nous entreprenons. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons contribué à la mise en place d'un certain nombre de mécanismes auprès des communautés, qui sont entre autres les équipes mixtes pour un environnement paisible, les comités de suivi sur les risques de conflit, les comités d'engagement communautaire, les observateurs communautaires, qui aujourd'hui sont regroupés dans un vaste réseau qu'on appelle le réseau de développement communautaire, qui est représenté au niveau de 87 localités. Je parlerai un peu de quelques grandes activités que nous avons eu à mener dans le cadre de nos actions. Je parlerai de la mise en place du réseau Sahel, qui regroupe l'ensemble des ONG et associations qui travaillent sur les questions de paix et cohésion sociale, mais également avec un accent particulier sur la prévention de la radicalisation, l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme. Et l'objectif de la mise en place de ce réseau, c'était de créer un cadre de dialogue pour mieux comprendre les causes de l'extrémisme violent, proposer des alternatives concrètes et crédibles à la violence avec le concours des communautés à la base. Et cela nous a permis de faire, dans un premier temps, le lancement au niveau de Bamako à travers l'école de maintien de la paix à l'Union. Et nous avons effectivement fait également la même chose au niveau du Burkina et du Niger. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à une centaine d'organisations et d'associations qui composent ce réseau-là. Nous avons en termes également d'initiatives l'API championne qu'on appelle encore les champions de la paix sous forme d'ambassadeurs de la paix, dont l'objectif a été de contribuer au renforcement de capacités des champions de la paix et à la valorisation des acteurs engagés, notamment les jeunes et les femmes, dans les actions de gestion et prévention des conflits et prévention contre l'extrémisme violent. Il s'agit en effet pour nous, chaque année, de prendre 100 voire 200 jeunes, de les faire sillonner à travers les communautés les plus reculées pour discuter avec les notabilités, mais également aller interroger les mécanismes endogènes de résolution et de gestion des conflits. Donc, cela nous a permis de mettre en lumière leur capacité de résilience face à la crise sécuritaire pour faciliter une meilleure compréhension, notamment des rôles et des responsabilités des approches d'intervention au sein des différentes communautés d'accueil. Et au-delà de ça, nous avons également un autre projet du nom de Girajak, c'est-à-dire des jeunes repentis armés à jeunes acteurs de changement positif, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir à peu près une cinquantaine de sessions de formation des ex-combattants, ex-détenus, des jeunes et femmes sur le leadership, le plaidoyer et l'extrémisme violent. Nous avons également eu à faire à peu près 40 formations en entrepreneuriat pour les ex-combattants et ex-détenus, jeunes et femmes. Nous avons également fait des appuis économiques et matériels à l'endroit des coopératives de jeunes et de femmes, et également des coopératives d'ex-combattants et ex-détenus, à travers 150 initiatives également de sensibilisation pour l'inclusion des jeunes et des femmes à la vie de la communauté. 70 rencontres de conciliation communautaire ont été également faites avec 50 personnes issues des communautés, à peu près 132 également en termes d'écoute et d'accompagnement psychosocial avec les détenus des maisons d'arrêt dans les différentes localités. Nous avons également, avec les jeunes, réalisé des espaces d'échange, à peu près 180, et de partage d'expériences sur les conséquences de l'extrémisme violent. Et l'objectif aujourd'hui, c'est pour dire que la jeunesse reste en fait l'élément central dans toutes les questions liées à la gestion et prévention des conflits, mais également à la prévention de l'extrémisme violent, de la radicalisation, de ce que nous menons actuellement sur le terrain. Et en termes de leçons apprises, ce que nous pouvons dire, c'est que l'ancrage local reste la clé de la légitimité pour nos ONG dans le cadre de nos activités, mais également développer une approche intergénérationnelle qui constitue également un levier essentiel. Les espaces sûrs également sont indispensables pour la durabilité de nos activités, mais il est également important d'impliquer les autorités locales et également la nécessité notamment d'accompagner à long terme des initiatives faites par les organisations non gouvernementales. En termes de recommandations, c'est de dire simplement d'intégrer systématiquement les jeunes
dans l'ensemble des processus de gouvernance locale, mais également de créer des fonds, comme les différents intervenants ont eu à le souligner, de créer des fonds qui seront accessibles notamment aux projets des jeunes, mais également soutenir la question de la citoyenneté, de la prévention et l'éducation aux médias dans toutes les activités scolaires. Ça permettra en fait, de trouver des moyens rapides à pouvoir gérer notamment les situations que nous connaissons. Donc, voici un peu, en gros, ce que je voulais partager à la suite des autres intervenants. Merci. Merci beaucoup, M. Soumaré, pour votre exposé, votre retour d'expérience. Est-ce que M. Lionel Sopo est là? Ou bien est-ce qu'il reste d'autres intervenants? Tatiana, est-ce qu'il reste d'autres intervenants? Actuellement, non. Tout le monde est passé. Donc, vous pouvez bien confirmer si tout le monde est passé? Si tout le monde est passé, c'est bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous ont suivis, qui veulent poser des questions, qui veulent faire des contributions? Tatiana? Alors, nous n'avons pas de questions dans le chat. Alors, nous invitons les téléspectateurs à poser des questions dans le chat. Nous allons lancer si vous avez avec... des questions, contributions, vous pouvez les poser. Moi, j'avais une question pour le premier intervenant qui a parlé notamment des Shila, des Malios, mais également des palais. Comme nous travaillons également sur les questions liées aux ex-détenus et ex-combattants, il serait important s'ils pouvaient développer davantage cette partie afin d'avoir plus d'éléments pour nous permettre également de voir comment nous pouvons à l'avenir travailler dans ces domaines-là. Monsieur Abokar, c'est le premier intervenant. Oui. Donc, merci beaucoup, M. Dianguina. Effectivement, comme vous venez de le dire, au niveau de réintégration des repentis, ici au Niger aussi, il y a les repentis, puisque de l'extrémisme violent de Boko Haram ici au niveau de Difa et les autres groupes extrémistes violents au niveau de Tillabéri, tout ça là, il y a la réintégration de ces repentis. Mais maintenant, j'ai parlé un peu du Shila. Shila, c'est un peu en langue toubou qui concerne le triangle de la mort. Le Niger fait frontière avec un peu l'Algérie, la Libye jusqu'au Tchad. Donc, ces zones-là, il y a le Sahara. Au niveau du Sahara, donc, le groupe de jeunes qui font les actions de violence dans la société, ils ne sont pas adhérés dans les groupes terroristes, mais ils sont dans la société, mais ils font des actions nuisibles à la société. Donc, ces groupes-là, on les appelle Shila, et ils font des actions nuisibles. Maintenant, Malios, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2015, l'État du Niger, pour un peu apporter sa contribution dans la lutte contre l'extrémisme violent, a donné un ultimatum de 72 heures au niveau du bassin de lac Tchad, tous les habitants qui sont au niveau du bassin de lac Tchad, côté Niger, de sortir. Donc là, tous les habitants dans le bassin de lac Tchad, ils sont sortis. Et en plus de ça, l'insécurité a fait qu'il y a beaucoup de mouvements. De 2019 à 2014, à peu près 300 000 personnes déplacées du Nigeria vers le Niger, et aussi des déplacés internes. Dans la région de Difa, il y a eu des déplacés internes qui se sont déplacés. Et là, maintenant, il y a eu des créations de camps de réfugiés et aussi des sites de déplacés. Au niveau de ces camps de déplacés et des sites de déplacés, il y a les groupes de jeunes qui font des violences. Et là, donc, c'est de ces groupes-là qu'on l'appelait Malios. Donc, c'est des groupes de jeunes maintenant qui font leur survie sur la violence à la communauté. Parfois, ils font des vols, parfois, ils font des rackets à la société, parfois, ils font des attaques au niveau de certaines personnes vulnérables et tout ça là. Maintenant, le troisième groupe qui est Palais,
Là, c'est au niveau urbain. Donc, le palais, c'est vraiment, la plupart, c'est des jeunes déscolarisés qui ont été renvoyés de l'école à partir de 5e, 4e, 3e. Pour eux, ils se considèrent comme des intellectuels et ils n'ont pas le diplôme requis pour être embauchés par les ONG ou par l'État. Donc, et ils voient que pendant 10 à 15 ans, ils ont fait l'école, donc ils ne vont pas faire certains petits métiers. Ils se sont regroupés en groupe maintenant, donc, où le groupe est communément appelé palais, et ils font des actions de nuisibles à la société. Là, et ils se retrouvent au niveau urbain, comme Difa-Ville, Zender et tout ça. Voilà donc un peu ces trois groupes et leur différence un peu avec le groupe de l'extrémisme violent. Merci, M. Aboukar. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que M. Karama est toujours là? Je suis là. J'ai une question. Dans la présentation, Okay. vu que, par rapport, si je ne m'abuse aux recommandations, vous avez soulevé qu'il fallait un peu expliquer les chefs traditionnels. J'avais une question. Est-ce que ça ne va pas faire dans nos sociétés, on pense à Vous m'excusez, le réseau la crash. Est-ce que vous pouvez peut-être le prendre parce que ça c'est entrecoupé ici? C'est en train de couper. C'est entrecoupé. Les paroles sont entrecoupées. On n'entend pas. D'accord. C'est à mon niveau ou bien? Est-ce que les Non, c'est rétabli. Bien. Merci. Voilà. Oui, allez. Alors, je vais reprendre. Je disais, lors de votre présentation, j'ai vu que vous avez souligné qu'il fallait un peu impliquer les chefs religieux pour accompagner les jeunes. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce que cela ne va pas freiner l'implication de ces jeunes, même dans des processus de paix, que ce soit au niveau social, au niveau politique? Parce qu'on voit que, par exemple, on a tendance à confier aux chefs religieux, aux enfants, tout ce qui est et là, il sens d'impliquer les jeunes dans ces processus de conflit. Est-ce que les associés aux chefs peuvent avoir est-ce qu'ils pourront être totalement dans les processus de conflit s'il y a toujours les chefs traditionnels qui sont présents? Bon, vers la fin, c'était coupé encore. Mais si j'ai bien compris, vous voulez... la question est de savoir est-ce que l'implication des chefs religieux ne va pas effectivement freiner ou constituer un obstacle pour la participation aux jeunes dans la reconstruction de la paix. C'est pas, en résumé, c'est ça? C'est ça la question? Oui. Ok. Parce que ici, nous avons ce que nous appelons les mécanismes endogènes de promotion de la paix et de la sécurité. Et ces leaders religieux et même coutumiers occupent une place assez fondamentale dans la cohésion sociale. Et les impliquer amène effectivement, parce qu'il y a des gens effectivement qui les suivent, qu'ils soient des leaders religieux ou coutumiers, ils ont des gens derrière eux, entre grippes des ouailles. Donc, si à travers des messages clés de promotion de la paix et de la reconstruction de la cohésion, ils sont acquis à cette cause-là. Ils pourront effectivement redistribuer ces acquis-là à ces personnes qui les suivent. Donc, ça ne constituerait pas un frein, mais plutôt ça va effectivement faciliter sur le terrain à partir du moment où ce sont des personnes qui sont des références dans la société. Et si on doit construire la paix, et sans les prendre en compte, tout en oubliant qu'il y a des maillons de cette société, à savoir les jeunes, les femmes, qui font référence à ces derniers-là,
en termes de cohésion et de promotion de la paix. Donc, ça risque de freiner. Donc, il faut dire que ça fait partie du mécanisme endogène au sein de la communauté pour faciliter effectivement la prise en compte des jeunes. Et ça ne saurait effectivement constituer un frein, puisque chaque société est aussi fondée sur des valeurs qui permettent en tout cas le respect de ces leaders religieux et coutumiers-là. Je ne sais pas si la réponse vous... D'accord, je comprends mieux. Donc, c'est Okay. peut-être accompagner des jeunes. Je me posais la Justement. question, voilà, parce que nous, chez nous, par exemple, moi, je suis au Sénégal, ce sont les chefs de quartier qui sont très souvent suivis. Et même s'il y a des choses qui sont en train d'être faites, dans la mesure où s'ils associent les jeunes, ils vont finir par prendre toutes les... Donc, c'est pour cela que je demande de continuer à pour voir s'ils ne vont pas un peu cacher et bien prendre le devant face aux jeunes. Mais bon, je comprends maintenant que pour pouvoir utiliser cette stratégie. C'est ça. Okay. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Oui, s'il vous plaît, nous avons l'intervention de Dr Garba qui est avec nous. Il est passé. D'accord. Oui, bien sûr, mais avant de passer, j'ai vu une question dans le chat, dans les commentaires, si vous pouvez toutefois répondre à ça. Je pense que la question m'est adressée. L'intervenant, c'est Souleymane Doumbia qui demande: pensez-vous que les jeunes leaders sont suffisamment outillés et accompagnés pour jouer un rôle stratégique dans les processus post-conflit? Pourquoi? Bon, je pense que la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, c'est parce qu'il y a des insuffisances. Et l'objectif recherché aujourd'hui, c'est comment chacun, de par son expérience, peut permettre de faire évoluer cette dynamique, notamment des jeunes leaders qui sont au sein des communautés. On ne pourrait pas dire que les jeunes sont suffisamment outillés. En fait, ça reste un processus dans lequel chacun joue en fait un rôle, notamment que ce soit, comme l'a souligné M. Karama tout de suite, les leaders religieux, que ce soit les autorités au niveau national, même au niveau local, mais aussi que ce soit notamment les partenaires techniques et financiers. Mais chacun, en fait, joue un rôle crucial dans le cadre du renforcement de capacité des jeunes leaders au sein des communautés. Et une des choses les plus importantes, c'est que la source, notamment les questions liées à tout ce qui est mécanisme endogène de résolution des conflits, restent des points importants. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau de Think Peace, nous travaillons avec les jeunes ambassadeurs qui vont au niveau des communautés se ressourcer afin de ne pas oublier ces mécanismes-là aujourd'hui qui peuvent servir demain. Donc, l'objectif recherché, c'est de pouvoir toujours contribuer à outiller les jeunes, puisque quand on regarde la population, les jeunes et les femmes constituent un point important de la société. Donc, on ne pourrait jamais dire que les jeunes sont suffisamment outillés. En tout cas, chacun joue un rôle dans le cadre du processus et ça reste dynamique. Chacun doit savoir jouer un rôle.
Est-ce que le son est là maintenant? Oui, nous entendons. Le son est revenu. Ok, super. Est-ce que M. Garba est là? Oui, je suis tout à fait là. Vous me recevez? Vous pouvez Oui, commencer. on vous reçoit, M. Garba. Alors, je essaie de présenter. Le partage, ça passe à votre niveau? Oui, c'est bon. Oui, on reçoit, oui. Alors, d'accord, merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Et moi, c'est Garba Edemomouni, je suis doctorant en agroécologie. Donc, je travaille sur la valorisation des déchets organiques en biochar, donc et leur intégration dans le système agricole au Niger. Nous avons co-construit en tout cas cette présentation avec Dr Mohamed Gladima Mustafa et Dr Saïn Bodo Bachir, qui sont tous des enseignants-chercheurs donc, de l'Université d'Agadez et de l'Université de Tillabéri. Donc, par rapport à la thématique donc, sur laquelle je vais passer cette présentation, c'est sur la jeunesse donc, et reboisement et comme levier de résilience face à l'extrémisme violent au Niger, donc entre éco-citoyenneté et développement durable. Donc, cette étude, quand même, se justifie surtout donc, à l'intersection donc, de deux approches théoriques. Parce que, en tout cas, quand on regarde depuis plusieurs décennies le Sahel, donc le Niger subit une combinaison donc, de chocs climatiques avec donc, les extrêmes températures qui sont observées et également des contraintes donc, sur le cadre socio-économique et surtout sécuritaire. Et d'après, en tout cas, les informations, la température moyenne en Afrique, en tout cas, a augmenté de plus de 1,5 degré depuis les années donc, 1970. Et ce qui entraîne surtout la sécheresse qui est majoritairement observée dans presque toutes les régions du Niger et des inondations qui, en tout cas, si on se réfère aux données empiriques de 2024, ont causé environ 365 décès, hormis donc les blessés, en tout cas, ça a créé quand même beaucoup donc, de sinistrés. Et ça continue également à dégrader. Chaque année où au Niger, il est observé que 100 000 hectares donc, sont observés qui se dégradent chaque année. Et en parallèle, il y a en tout cas une forte également et donc, pression démographique qui est observée avec une démographie galopante où au Niger, on a 6,1 donc, enfants par femme. Et étant donné que donc, les femmes sont majoritaires au Niger, ceci augmente également cette démographie. Et la jeunesse qui également donc, est notre rond-point ici est majoritaire, ou voire une frange écrasante au Niger où nous avons presque 81% qui sont donc des jeunes. Et dans le Niger, ces jeunes-là font face presque à un chômage massif où il y a 60% de ces jeunes-là qui n'ont pas d'emploi et qui, en tout cas, sont devenus des sujets donc, à tout ce qui concerne ces discours d'extrémisme violent. Et donc, mais ça n'empêche pas quand même donc d'être optimiste, puisqu'on observe qu'il y a une dynamique positive qui émerge, où donc l'organisation prise donc comme référence, qui est l'Initiative pour l'Arbre, est présente dans toutes les régions du Niger, et des collectifs comme l'Initiative pour l'Arbre donc se mobilisent pour restaurer les écosystèmes plantés donc des arbres et afin de transformer donc les terroirs fragiles en espaces d'action donc constructifs. Et il faut savoir que ces jeunes donc deviennent ainsi des acteurs de paix et de durabilité en réponse donc directe aux crises multidimensionnelles donc qui traversent notre pays. Et d'une part également, par rapport aux deux cadres qui, le premier est la résilience socio-écologique, en tout cas qui propose que les sociétés locales donc, peuvent s'adapter aux perturbations environnementales en mobilisant des savoirs, donc des savoirs locaux, des pratiques et surtout des dynamiques communautaires qui sont enracinées donc, dans les réalités, en tout cas communautaires. Cela suppose un lien étroit donc, qui est observé entre la restauration écologique et le renforcement donc, de la cohésion sociale, puisque même au niveau donc, de l'organisation de ces activités, donc ça regroupe quand même toute une diversité, tout un profil diversifié de jeunes, et ces jeunes donc vont se rencontrer afin de pouvoir créer un cadre
donc idéal qui leur permettra également de renforcer leurs liens et ça contribuera également au renforcement de la cohésion sociale. Et d'autre part aussi, on observe une éco-citoyenneté engagée où donc ça continue en tout cas à enrichir cette perspective que nous optimisons qui, en tout cas, en montrant que les pratiques environnementales que nous promouvons comme le reboisement, donc les plantations d'arbres, les restaurations des terres, ça puisse quand même servir de levier d'inclusion où toutes les couches vont se voir en tout cas impliquées dans cette prise d'action-là. Et ça permettra également d'assurer une gouvernance participative. Et donc, l'étude qui a été menée donc, a quand même comme question de recherche de se poser dans quelles questions les actions de reboisement, dans quelles conditions, disons, les actions de reboisement portées donc, par les jeunes, la jeunesse nigérienne, donc, peuvent être considérées comme des outils efficaces de prévention de l'extrémisme violent, donc en contribuant simultanément à l'inclusion socio-économique, à la résilience écologique et à la stabilité territoriale. Donc, ce qui nous pousse quand même à fixé comme objectif général d'analyser le potentiel des initiatives donc de reboisement qui sont menées spécifiquement au Niger, donc par la jeunesse, afin que ce soit des leviers de prévention de l'extrémisme violent à l'intersection donc des enjeux environnementaux qui sont observés socio-économiques et sécuritaires. Donc, en guise de matériel et méthode, le cadre donc géographique et temporel de cette étude donc s'inscrit dans une zone couverte ou disons dans les 8 régions, il y a cette étude qui a été réalisée, à savoir la région d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Niamey, Tawa, Tilaberi et Zander. Donc, étant donné que l'organisation est présente dans toutes les 8 régions du Niger, alors il est quand même crucial que nous puissions donc prendre en compte toutes ces régions-là. Et la période donc, de collecte des données a été en tout cas limitée à 6 mois et qui était en tout cas partie du mois de juillet à décembre, en tenant compte également du pic, donc la saison pluvieuse, où on sait que c'est à ce moment, en tout cas, que ces actions ont en tout cas un issue favorable. Vous me recevez? Oui. Oui, 5 sur 5. D'accord, super, super. Alors, donc, comme je le disais, elle s'est déroulée sur une période de 6 mois, donc ce qui correspond déjà donc, à la saison des pluies. Et cette fenêtre donc, temporelle a été choisie en raison de son importance stratégique, puisque nous savons très bien qu'au Niger, en tout cas, toute la saison pluvieuse, le mois d'août, en tout cas, est quand même un mois qui regorge beaucoup de pluie, où il y aura vraiment beaucoup de précipitations, et donc c'est devenu un cadre idéal pour les actions de plantation, de restauration donc de ces terres-là. Donc, voilà. Et le contexte opérationnel donc, et logistique qui a été choisi, il faudrait savoir que toutes les initiatives observées dans le cadre de cette étude sont entièrement bénévoles. Donc, tous les jeunes qui se mobilisent chaque jour ou disons chaque dimanche pour mener ces actions communautaires le font de manière bénévole. Et en tout cas, dans toutes les 8 régions du Niger, on observe cet aspect-là où les jeunes vont se déplacés donc de leur propre gré. Ils viennent, ils plantent des arbres, ils reboisent, ils font des activités de sensibilisation, ils créent un cadre de cohésion sociale et ça les occupe souvent à ne pas s'adonner à d'autres activités qui pourront les dérober à pouvoir se laisser donc à être embobinés et à pouvoir vraiment être donc laissés au discours extrémiste. Et également, les activités hebdomadaires, c'est surtout majoritairement compté sur les dimanches où donc ils vont se rassembler pour ces types d'activités-là. Et par rapport à ça, afin de pouvoir récolter également leur avis, il a été mené une enquête où 100 jeunes activement engagés donc, dans les 8 initiatives, les régions que j'ai précédemment citées, se sont mobilisés donc, afin, ou disons, ont été enquêtés en fonction donc, du niveau d'engagement de ces jeunes, du quota, et en fonction donc, de ces régions, on a quand même accordé, surtout à la région de Niamey, où en tout cas ces bénévoles sont majoritairement observés. Et également, il y a la région de Maradi où, en tout cas, on a une forte population donc, de ces jeunes qui se mobilisent, en tout cas, également pour mener ces actions. Monsieur Garba?
Il a un problème de connexion, on dirait. Tatiana, est-ce que M. Garba est toujours là? Monsieur Garba a un problème de connexion. D'accord. Il n'est plus parmi nous. Donc, je vous propose de l'attendre un peu parce que nous sommes déjà à 12h43 minutes. GMT plus 1. Donc, de l'attendre un peu et que nous puissions clôturer à 13h. Merci. Merci. À mon côté aussi, c'est Aboukar Issa. Lors des questionnaires, j'ai eu une perturbation de connexion. Peut-être s'il y a des questions qui ont été posées à mon égard, donc vous pouvez relancer. Merci. Maintenant, vous recevez? Oui, c'est bon, oui. Vous pouvez continuer. Voilà. Alors, vous me recevez, je peux continuer? Oui, nous vous recevons. Alors, oui, voilà, merci. Alors, en dehors de l'enquête qui a été menée, il a également été observé donc une immersion qui a été réalisée dans les 8 régions où vraiment il y a eu une observation pour observer concrètement qu'est-ce que les jeunes font, comment ils le font, quel est le cadre qui est créé, comment on observe les actions qui sont menées. Alors, on me souligne, donc je peux directement aller au résultat de discussion. Donc, par rapport à l'enquête, donc la perception, on a observé que sur les 100 personnes qui ont été enquêtées, donc 45% sont des femmes, 55%, donc disons 55% donc sont des hommes et 45% sont des hommes. Et on observe quand même presque une totalité ou presque. Vous l'avez encore perdu, je pense bien. Je pense qu'il est parti. Oui. Tatiana, est-ce qu'il y a des questions? Nous avons quelques questions dans le chat. D'accord. Monsieur Isaac voulait intervenir. Il voulait rebondir sur une question. Est-ce qu'il est toujours là? J'ai dit lors de... Allô? Envers moi, c'est ce que j'ai dit. Oui, allô? Oui. Tatiana, c'est la seule question qu'on a ou bien il y en a d'autres? Il n'y a plus d'autres questions. Pour le Il y a moment, il plus. n'y en a plus. Il n'y en a plus. OK. Monsieur Issa, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Il y avait juste une seule question et Monsieur Soumaré y a répondu. Donc, si vous avez autre chose à ajouter, vous pouvez le faire. S'il vous plaît, c'est fini avec monsieur. Bon, étant donné qu'il n'est pas toujours revenu, je pense qu'on va en finir avec lui. Hein. Oui, tout à fait. Monsieur Garba a quelques soucis avec sa connexion d'entrée. Donc, il n'arrive pas à entrer correctement dans le studio. OK. Donc, pour clôturer la session. OK, monsieur ou bien
Emma, c'est quoi la question, s'il vous plaît? Comment développer le leadership des jeunes femmes dans des contextes souvent marqués par des inégalités de genre? D'accord. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre, Monsieur Issa, Monsieur Soumaré? Je n'ai pas suivi la question, j'avais perdu la connexion à un moment. Si vous pouvez, s'il vous plaît, répondre la question. C'est comment développer les jeunes femmes dans des contextes souvent marqués par des inégalités de genre? On ne vous entend pas. Non, en fait, j'ai dit que je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Comment développer le leadership des jeunes femmes dans des contextes souvent marqués par des inégalités de genre? Merci beaucoup. Je pense que la première des choses à faire, c'est de travailler sur le contexte. Et généralement, c'est ce que nous développons dans le cadre de nos interventions au niveau terrain. C'est-à-dire, de par le constat, nous regardons. Et si nous constatons qu'il y a des inégalités de genre, généralement, les leaders religieux constituent des points de départ pour mieux faire avancer les choses. Mais aussi au niveau étatique, c'est de voir au niveau des États s'il y a des politiques qui prennent en compte des spécificités par rapport à ces questions-là. Et l'idée, c'est vraiment de faire des campagnes de sensibilisation, mais également de plaidoyer à l'endroit de ces personnes qui sont concernées. Je voudrais ajouter aussi, c'est Karama, Will Burkina. Vous m'entendez? Oui, Ouais, nous Monsieur vous Karama, entendons. vous pouvez soir. D'accord, donc comme contribution, je dirais que bon, les inégalités de genre, il faut dire que généralement, elles trouvent leur source dans nos réalités socio-culturelles. Donc, il va falloir effectivement identifier dans la communauté concernée quelles sont les perceptions effectivement de cette communauté-là par rapport à la participation des femmes dans le processus de développement ou de promotion de la paix. Après avoir effectivement identifié ces perceptions, c'est de voir, comme le dit le prédécesseur, comment avec les leaders, il a dit les leaders religieux, j'ajouterai les leaders coutumiers, comme on l'avait souligné, parce que c'est eux qui sont les garants effectivement de ces perceptions socio-culturelles. Comment effectivement les amener à adhérer à la stratégie que nous voulons développer. Si toutefois eux, ils sont effectivement acquis à la cause, ils pourront être des relais, sinon même en tout cas des acteurs clés pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir faciliter effectivement le développement du leadership des jeunes femmes. Et voir effectivement au niveau de ces femmes comment les mettre en réseau, les organiser. Parce que quand elles interviennent de façon éparse, c'est pas évident. Mais quand c'est en groupe, ça leur donne une certaine force, qu'elle soit en tout cas morale et autre, pour effectivement pouvoir avancer. Donc, une fois ces réseaux mis en place, voir comment effectivement renforcer leur capacité, leur leadership, et à travers le mentorat qu'on a souligné dans notre présentation, comment les encadrer, les orienter, les assister pour qu'elles puissent effectivement atteindre. Mais la porte d'entrée, c'est d'identifier ces inégalités dans la communauté, les perceptions, et de voir comment avec ces leaders communautaires religieux-là, et comment les amener à adhérer à cette cause. Merci. Si vous Merci. me permettez, à mon niveau, c'est que à cette question, j'ajouterais surtout l'importance des mentorats et modèles de rôle des jeunes femmes, et aussi créer des espaces sûrs et des inclusions au niveau de après avoir identifié, comme mes prédécesseurs ont dit, et aussi sur le changement des normes et de plaidoyer à l'égard de ce jeune leader femme, et aussi opportunité d'accès
faciliter l'accès au financement, faciliter l'accès au... Même si dans plusieurs pays, les femmes ont des quotas, je prends l'exemple du Niger, ils ont des quotas et les femmes, mais l'effectivité de ces quotas, la mise en œuvre de ces quotas reste toujours un problème. Et aussi approche intersectorielle par rapport au niveau des femmes. Je pense que ce sont sur ces points qu'il faut agir pour que le leader des jeunes femmes soit, dans ce contexte, soit développé. Merci. Un dernier levier que je voulais ajouter qui me semble assez important, c'est surtout la question de l'autonomisation économique, notamment des femmes. C'est un point sur lequel il faut beaucoup travailler pour ne pas l'exploiter, parce que ça permet en réalité de donner plus de pouvoir à la femme, de pouvoir jouer pleinement son rôle au niveau de la société. Donc je pense que c'est un levier sur lequel nous pouvons travailler là-dessus afin de mieux développer cette question-là. Merci beaucoup, chers intervenants, pour votre réponse, pour vos réponses plutôt. Tatiana, est-ce qu'il y a une autre question? Quelle serait... Oui, nous avons une autre question. Effectivement, allez-y, docteur. D'accord. La question, c'est quel serait, s'il vous plaît, le rôle des médias, notamment les réseaux sociaux, dans l'amplification des voix des jeunes? Je pense que le rôle des médias, c'est un couteau à double tranchant. En fait, tout dépend de quelle utilisation nous en faites. Ça peut servir un bon moyen pour élever la voix, notamment des jeunes et des femmes, en termes de contribution dans tout ce qui est question de prévention, gestion des conflits, mais également dans la consolidation de la paix dans nos États. Mais pourquoi je dis à double tranchant? Parce qu'aujourd'hui, sur le phénomène des influenceurs, qui aujourd'hui constitue également un autre phénomène sur lequel il faut beaucoup réfléchir. Parce que nous savons que en fait, ces réseaux-là sont utilisés pour faire de la manipulation, de la désinformation. Et je pense qu'il faudrait beaucoup être prudent par rapport à cette question-là. En tout cas, les médias, dans le bon sens du terme, constituent un excellent levier pour se faire entendre, mais également pour faire naître des initiatives de partout dans le monde. En tout cas, c'est très important, comme il vient de le dire. Comme toujours, les jeunes sont acteurs et victimes. Quand on fait aussi, on prend au niveau des médias, notamment sur les réseaux sociaux, il faut faire l'amplification et la visibilité positive de l'utilisation de ces médias, surtout sociaux. Et il faut éduquer aussi la conscientisation, surtout les jeunes qui utilisent ces réseaux sociaux, et il faut renforcer leur capacité sur comment les utiliser. La mobilisation et le plaidoyer toujours sur ces réseaux sociaux, et enjeux limités à prendre en compte, surtout les réseaux sociaux. La plupart, c'est des actions qui sont un peu pour, c'est pas pour, en tout cas, publier les actions positives. La plupart de certaines publications, quand on lit, c'est vraiment pour dénigrer, pour quelque chose de mauvais qui a été passé dans un pays ou dans une région, ou un truc banal ou dirigé par la société qu'on publie. En tout cas, ça là, il faut renvoyer la jeunesse sur comment l'utilisation ou l'importance même de quoi publier. Donc, je pourrais ajouter par rapport à cela le rôle des réseaux sociaux. Il faut effectivement l'amplification des voix des jeunes, parce que c'est le moyen le plus facile d'accès par toutes les couches sociales, qu'elles soient analphabètes ou en tout cas instruites. Donc, il faut non seulement amplifier, mais encadrer effectivement l'utilisation de ces réseaux sociaux après les avoir formés, comme le dit le prédécesseur. Il faut voir comment effectivement encadrer l'utilisation, parce que facilement ça peut basculer d'un autre côté.
Donc voilà pourquoi dans notre présentation aussi, nous avons donné l'exemple du Niger, voie du Sahel, où à travers ce réseau social, à travers ce moyen, les jeunes leaders arrivent effectivement à mobiliser, en tout cas, amener les jeunes à se mettre dans la dynamique de la lutte pour la recherche de la paix et la sécurité. Voilà, merci. Merci beaucoup. L'autre question de Souleymane Doumbia. Quelle forme de leadership les jeunes adoptent-ils aujourd'hui pour influencer les décisions dans les problèmes de transition ou de reconstruction? Quelle forme de leadership les jeunes adoptent-ils aujourd'hui pour influencer les décisions dans les périodes de transition ou de reconstruction? Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on peut avoir en fait une forme de leadership type pour influencer les décisions dans les périodes de transition ou de reconstruction, pour la simple raison que les contextes diffèrent. Les compétences également au niveau des jeunes diffèrent. Donc, il est important de savoir conjuguer notamment les efforts, tant au niveau des jeunes, mais également des femmes, afin de pouvoir mieux influencer. Et la première des choses, c'est la question du renforcement des compétences des jeunes aujourd'hui. Il est important que les jeunes puissent être mieux outillés pour maîtriser les enjeux qui concernent ces états-là. Donc, au-delà des enjeux, il y a également la question de savoir communiquer et de savoir faire un plaidoyer derrière tout ça. Parce que ce sont ces différents aspects qui permettent aujourd'hui de pouvoir influencer positivement ces périodes de transition ou encore de reconstruction. Tant que cela n'est pas acquis, ça va être extrêmement compliqué pour les jeunes de pouvoir jouer pleinement un rôle dans l'influence des décisions par les plus hautes autorités. Et aussi un des points clés, c'est pouvoir surtout jouer un rôle dans l'élaboration des documents de politique publique. Parce que lorsque les jeunes participent activement dans l'élaboration des documents de politique publique, ça permet de pouvoir insérer au fur et à mesure les préoccupations réelles des jeunes dans les prises de décision. Donc, cela permet de pouvoir apporter un changement positif dans la question de la gouvernance. Merci beaucoup. Une autre intervention, peut-être? Monsieur Issa? En tout cas, au niveau de leadership des jeunes, pour influencer les décisions, moi je dis que surtout nos pays qui sont dans des transitions, c'est un peu très difficile même. Aussi, la plupart des jeunes, nos leaders l'ont manipulé à leur côté. Donc là, moi je pense que certaines choses, c'est sur les réseaux sociaux que les jeunes commencent à écrire. Et là, quand ça prend l'ampleur et que les décisionnaires vont voir qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux sur tel acte ou telle chose, là, maintenant, ils prennent certaines décisions pour changer les choses. Sinon, c'est un peu très dur et difficile. Il y a certains collectifs aussi qui font des déclarations. Mais la plupart, vraiment, c'est des plaidoyers qu'il faut faire envers ces gouvernants pour les changer, les influencer dans certaines décisions. Merci beaucoup. Est-ce que M. Karama est toujours là? Oui, je suis là. Bon, comme forme de leadership aujourd'hui, bon, c'est comme les prédécesseurs l'ont dit, il y a l'utilisation des réseaux sociaux dont on vient de parler, que les jeunes effectivement utilisent pour influencer, voilà, les décisions des autorités. Non seulement il y a le plaidoyer, et il y a les dénonciations aussi à travers les différents groupes qui se sont créés. Je prends l'exemple du Burkina où il y a les Waïens qui se sont regroupés autour des ronds-points qui constituent des conseils, des communautés de veille pour effectivement, en tout cas, veiller en tout cas à la cohésion sociale et dénoncer les actions qu'on juge préjudiciables à la promotion de la paix et de la sécurité. Donc, c'est ce que nous pouvons dire.
je pense que c'était la dernière question. Nous allons clôturer cette session. Je vous remercie tous. Je remercie les différents intervenants pour vos présentations très riches. Je remercie également le public qui nous ont suivis et merci à tous pour les échanges très enrichissants et très riches également. Donc, Tatiana, je pense que c'est bon à notre niveau. Alors, nous vous remercions tous d'avoir été avec nous. Merci pour ce colloque international Jeunesse, Paix, Sécurité dans le Sahel. Et nous espérons vous revoir pour une prochaine édition. Merci à tous. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci et bonne suite à vous. Merci.